Toi, tu as vécu beaucoup d'expériences en lien avec le paranormal, tu en as fait ton métier. Est-ce qu'il y en a certaines, encore aujourd'hui, qui restent dans ta tête, dans tes souvenirs, où tu te dis, cette expérience-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie? Donc il y avait une maman qui venait voir parce que son fils avait des gros soucis, changement de comportement. Là, c'était des démons. Il avait identifié jusqu'à 77 démons. Tu vois, où ils vont te dire ah, mais je vais te tuer. J'ai envie de meurtre. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera assez particulière parce que je ne suis pas tout seul, je ne suis pas devant mon fond vert comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup raconter des histoires paranormales et j'ai décidé dans cette vidéo de vous présenter quelqu'un qui baigne littéralement dans ce milieu. Cette personne, c'est Angélique Irmans. Angélique, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Merci à toi de me recevoir. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu, dire qui tu es. Moi, je suis donc Angélique Irmans, je suis médium de naissance et j'en fais ma profession maintenant depuis plus de 8 ans. D'accord. Et j'ai aujourd'hui ouvert d'ailleurs mon centre énergétique Angélique Irmans Story sur Cavestany, dans les Pyrénées-Orientales. D'accord, merci de nous recevoir ici en tout cas. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu proposes toi ici comme service, ici ou à l'extérieur d'ailleurs? Qu'est-ce que tu proposes du coup aux clients qui souhaitent s'intéresser à l'ésotérisme? Alors déjà, mon centre, il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent. Moi, principalement, je suis médium. Donc ça va être tout ce qui est les consultations liées à la médiumnité. Donc ça va passer par consultation de voyance, comme des consultations de contact défunts ou des vies antérieures. Et après, j'aborde également tout ce qui est les nettoyages des personnes et des lieux, de problématiques sur un plan énergétique, et tout ce qui est la libération karmique et transgénérationnelle. C'est vraiment ce dont je m'occupe essentiellement. Et j'aborde également le côté astrologie dans lequel je reçois en consultation et auquel je donne aussi des cours, parce que je forme aussi. D'accord, ok, super. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme médium ou l'activité de médium, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est concrètement? Alors, médium, c'est vraiment, la définition, c'est d'être un canal entre les différents mondes, entre du coup notre monde à nous, dit monde terrestre, et l'autre monde dit spirituel. Donc un médium, c'est une personne qui a la capacité, la sensibilité de pouvoir avoir des connexions avec des énergies spirituelles, tout simplement. On peut être médium sans avoir la capacité de prévenir l'avenir. C'est vraiment juste la possibilité d'avoir cette connexion avec ce qu'on appelle les guides, les anges, les défunts, tout ce qui est lié avec le monde spirituel, sans parler d'avenir forcément. D'accord, donc si on comprend bien, quelqu'un qui vient te voir, ça peut être pour essayer de rentrer en contact avec un proche décédé. Exactement. Quelqu'un qui a des problèmes de hantise peut-être chez lui. Totalement. Qui est possédé. Ou alors qui souhaite avoir peut-être un éclaircissement sur sa vie pour l'aider à prendre une décision pour son avenir. Exactement, ça permet vraiment d'avoir cet éclairage en fait sur un questionnement, que ce soit sur le passé, parce que souvent le passé c'est ce qui fait nos problématiques du présent et nos blocages pour l'avenir. Et également, s'il y a besoin d'être rassuré sur un proche qui a été disparu, ou si on a des petits soucis d'ordre énergétique. D'accord. Et pour réaliser toutes ces activités que tu proposes, est-ce que tu t'aides d'outils ou est-ce que tu fais ça juste toi-même? Explique-nous comment ça fonctionne. Alors, à savoir que moi, j'ai grandi et je suis née avec ma médiumnité. J'ai une maman médium, c'est quelque chose qui est désacralisé chez moi. Donc j'ai commencé un petit peu, je pensais jamais en faire ma profession, en toute sincérité. La vie a fait que ça s'est présenté à moi et je n'avais pas besoin d'outils. J'ai commencé à utiliser les outils en 2017 avec les cartes, parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de légitimer les choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Puis aujourd'hui j'utilise les supports de cartes, les runes, d'autres supports pas matériels mais qui servent, comme la numérologie, l'astrologie. Et pour les cas un petit peu plus de maisons hantées ou maisons un petit peu habitées, des matériaux un peu plus conséquents qui sont liés justement à tout ce qui est le côté fascination. Alors là, tu vas nous faire une démonstration de baguettes et de pendules. C'est ça. Donc, en quoi va consister concrètement ce que tu vas faire? Alors en fait, ça c'est de la radiesthésie, c'est l'émission d'énergie à distance. C'est les outils les plus ludiques et qui sont à la portée des débutants. Parce que du coup c'est palpable, ça se voit et en même temps c'est amusant, donc on joint l'utile à l'agréable. À savoir que tous les outils de radiesthésie, ça va être une extension de notre propre énergie. Donc il va être important déjà de bien savoir les maintenir.
Nous, on va le faire sous forme de jeu, ça peut servir pour la divination et pour bien d'autres pratiques en ésotérique. Mais là, on va le montrer pour, par exemple, donner la direction, ou dire oui et non. D'accord. Tu veux que je commence par quoi? Par les baguettes ou par le pendule? Allons-y par les baguettes. Allez. Alors, je vais essayer de me les synchroniser, n'est-ce pas Thomas? Oui. À savoir que les baguettes. Ok. Donc, il faut vraiment qu'on puisse le tenir bien droite et que les mains ne tremblent pas. Je vais leur demander de me dire oui, elles vont se croiser. Je vais leur demander de me dire non, elles vont se décroiser. Ok. Maintenant, je vais leur demander de me montrer où se trouve Thomas. Je vais leur demander où se trouve Caroline. Qui est derrière la caméra. Oui. Je sais si c'est ton nom, c'est pas grave. Non. De me redire oui et de me redire non. Voilà. Et on a la même chose avec le pendule. Donc, ce qui va être important pour le pendule, c'est de bien le maintenir. Si on le tient comme ça, la distance va être longue et en plus, ça n'optimise pas le fait que ce soit l'extension de notre propre énergie. On a nos chakras dans les mains. Donc, il va être important de le placer au niveau du milieu de la paume de la main pour que ça rejoigne le chakra couronne qui est sur la main. Hop. Et on va que la chaîne ne fasse pas plus d'une phalange. Pour moi, mon pendule, c'est ma convention. Pour dire oui, il va faire comme ça. Okay. Pour dire non, il va tourner. Pour dire peut-être, il va faire horizontal. Pour dire je ne sais pas, il va s'arrêter. Je conseille pour ceux que ça intéresse d'avoir un maintien au départ parce qu'on a des micro-simulations avec les mains et du coup, micro-mouvements, et forcément, ça va jouer si c'est le cas. Donc, je vais te dire, je ferme les yeux exprès, pour pas l'influencer, dis-moi oui. Je vais te dire, dis-moi non. Enfin, tu vas me dire, dis-moi non. Dis-moi peut-être. Dis-moi, je ne sais pas. Et après, je peux poser la question de la même manière. Dis-moi où se trouve Thomas. Oui, il fait ça. Oui, il va vers toi. Dis-moi où se trouve la porte de la salle. Dis-moi où se trouve Caro. Arrête-toi. Dis-moi oui. Voilà. Bon, moi, j'aime bien mes outils, genre je fais toujours des Mais donc, voilà. Là, moi, ce sont vraiment les outils de radiesthésie qui sont les plus faciles d'accès et qui permettent vraiment de prendre conscience de l'énergie qu'on a tous. Même si on le sent bien que des fois on a une énergie basse, une énergie plus active, avec ça, tout le monde, franchement, même un enfant, peut les utiliser. Et voilà, on peut après, comme ça, retrouver des objets disparus et après en pratique ésotérique, ça sert pas. Et est-ce que quelqu'un qui est un peu inconnu au milieu, il peut en acheter et il faut quand même qu'il ait un petit apprentissage quand même pour pouvoir s'en servir? Je pense qu'il doit être bien conseillé, en effet. C'est pour ça que moi j'ai créé ces formations et des fois des ateliers juste de découverte pour que toutes les personnes, les plus lambda, qui s'intéressent, au moins ils ont les conventions, comme je te disais tout à l'heure, l'ouverture, la fermeture, et également dis-moi oui, dis-moi non. En général, pour les débuts, on apprend vraiment que le dis-moi oui et le dis-moi non. D'accord. Et tout le monde peut le faire. Ok. Vraiment, ça, c'est les plus faciles d'accès, plus que les cartes ou d'autres techniques un peu plus complexes. C'est un rapport d'entrée un petit peu. C'est ça. Et c'est le premier cadeau que j'offre à mes enfants. D'accord. Et du coup, tous ces outils-là, je suppose que tu t'en sers pour les interactions que tu as avec tes clients, que ce soit dans ton cabinet ou chez les gens. Est-ce que tu aurais des exemples d'expériences avec tes clients que tu pourrais nous partager pour nous montrer un petit peu justement en détail comment ça se passe concrètement quand on fait appel à toi? Déjà, on vient me voir pour différentes thématiques. Il n'y a vraiment pas... Moi, je dis souvent que les médiums, ce sont les thérapeutes de l'âme. Donc, on est vraiment, dès qu'il y a un côté qui va au-delà de ce qui est matériel dans notre vie, donc ils vont venir me voir par rapport à ça. Donc, par exemple, une expérience qui m'a le plus marqué, moi, j'en parle assez souvent en conférence ou avec mes élèves, c'est une fois... Alors là, il n'y aura pas forcément beaucoup d'outils de divination. Ça. Donc, je n'utilise pas forcément, mais il y a quelques années, c'était en 2018, où donc il y avait une maman qui venait voir parce que son fils avait des gros soucis, changement de comportement, mais il y avait eu des conséquences en fait et des facteurs extérieurs qui
pouvait expliquer ce comportement-là. Quand on a regardé, du coup, je me suis connectée en médiumnité. Donc là, c'est vraiment l'outil de ma médiumnité que j'ai utilisé. On s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de l'âme, tout simplement. Donc, quand je te parlais de libération karmique, c'est pour ce genre de situation-là que l'on va utiliser, à savoir que c'est 60 jours de travail, une libération karmique. Ah oui, quand même. Et chez ce jeune homme-là, ça avait vraiment créé de gros problèmes de violence assez sévères et amené même sur un diagnostic assez conséquent. J'ai bien évidemment rien promis à la maman, mais on s'est dit, écoute, on essaie, au pire, ça change rien, au mieux, ça l'aide. Et au bout de 2 mois, ce jeune homme avait plus besoin justement d'être aidé par des personnes extérieures. Il était revenu, en fait, celui qui était avant ces passages un petit peu complexes. Et depuis, je touche ma tête, mais il va très bien et il fait même des études de médecine. Oh, c'est bien ça. C'est marrant parce que quelqu'un qui a été touché par le paranormal rentre dans un milieu très scientifique, très terre-à-terre. Mais il y en a de plus après en avoir plus. vécu quelque chose justement que la science a du mal à expliquer. C'est vrai. Et tu parlais de libération karmique. En quoi ça consiste? Toi, qu'est-ce que tu as fait de ton côté du coup pour faire cette libération karmique? Alors en fait, tout ce qui est lié au karma, c'est ce qui est lié sur, après on y croit ou on n'y croit pas, les expériences de l'âme. Qui a plusieurs expériences et qu'à chaque incarnation, elle va vivre des choses, elle aura des épreuves à traverser et des blessures à traverser. C'est notre vie qui définit justement ce fameux karma. Exactement, par rapport à nos expériences précédentes. Et des fois, on a des séquelles de nos vies antérieures qui ont un impact sur notre vie actuelle, ce qui crée ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Lors d'une libération karmique, qui est un soin énergétique de 60 jours, nous, on explore, on travaille vraiment au niveau du karma, des annales akashiques, comme on le dit, où on va dénouer certains nœuds qui sont possibles d'être dénoués, ou apporter de l'apaisement, avec différents outils. On va utiliser les minéraux, on va utiliser les encens, on va utiliser ce qu'on appelle les 5 éléments en énergétique, pour justement apporter une aide énergétique pour libérer la personne de ce poids-là qu'elle n'est pas en capacité de se libérer toute seule. Donc c'est une petite aide qui permet justement d'éclaircir un petit peu le chemin. Pour le cas de ce jeune homme-là, il y avait en plus un souci au niveau de son incarnation, où il fallait équilibrer le fait de vouloir rester en vie. C'est un côté dépressif qui était très ancré en fait en lui. Sur un plan, parce que mauvaise estime de soi. Donc comme nous on apportait juste de l'apaisement, ça lui a permis, lui, de poursuivre son chemin. Une analogie intéressante à faire, je trouve, avec la médecine, parce que tu parles de nœuds karmiques qui sont créés avec justement tous les éléments de la vie. C'est un peu comme les nœuds qu'on peut avoir dans le dos parce qu'on a eu une mauvaise posture. On voit que les choses terre à terre ont un impact d'un point de vue médical, si on peut dire ça comme ça, et les choses moins tangibles ont un impact sur le plan plus spirituel. Mais totalement. C'est pour ça que, tu sais, en langue des oiseaux, la maladie, c'est le mal qui dit quelque chose. Le mal a dit. Donc ça indique vraiment qu'est-ce que ton âme elle est en train de te dire. Qu'est-ce qui ne va pas. Et dans tout, après, on n'y croit pas encore une fois, mais moi j'en suis persuadée, toutes les problématiques que l'on peut avoir auront un lien sur nos blessures. Par exemple, toutes les personnes qui ont des problèmes asthme, problèmes de peau, etc., il y a forcément une blessure émotionnelle liée à ça et la peur de l'abandon. Tout est lié. Et tu vois, est-ce que par exemple, si quelqu'un a des problèmes d'asthme, toutes les personnes avec un problème d'asthme ont un problème spirituel, enfin on va dire qu'un problème spirituel et forcément émotionnel est associé à des maladies. Par exemple, l'asthme, est-ce que c'est associé toujours au même problème émotionnel? Pas le même. En fait, ça nous donne un sens, si tu veux, à la genèse de la problématique. Donc c'est l'émotionnel. Ça peut être l'émotionnel parce que peut-être que cette personne, elle a été abandonnée à la naissance. Peut-être parce qu'il y a aussi, on parle toujours de la transmission de côté héréditaire, il y a aussi ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc on garde aussi en mémoire ça en nous. Donc ça peut être que sa maman a vécu un abandon, donc elle le porte aussi en elle. Donc, mais il y a toujours un facteur. Et dès qu'il y a l'asthme ou les problèmes de peau, il y a cette peur d'abandon et ce besoin d'être rassuré, ce manque de sécurité. Ça, c'est indéniable. Le poumon, c'est lié à l'amour. D'accord. Donc il y a quand même toujours un lien. C'est pas toujours défini, mais le problème du poumon, c'est toujours amour, abandon. Un autre truc, ce serait insécurité affective. Quoi? Insécurité affective. Un autre truc, ce serait encore d'autres problèmes émotionnels. Le foie, c'est la colère. Le manque de trouver sa place, le fait de ne pas être entendu. Et ça, tu vois, en énergétique, on appelle les 7 corps. Donc il y a le corps physique, qui est justement celui qui doit être soigné par la médecine. C'est pour ça que moi, je fais vraiment aucune dissociation entre le bénéfice médical et le bénéfice énergétique. Les deux vont ensemble, c'est complémentaire et c'est très important. Et nous, on va vraiment travailler essentiellement sur ce qu'on appelle le corps émotionnel, dit le corps astral, pour justement
pallier tout ce qui est les choses les plus profondes et souvent inconscientes, mais que l'on ressent. Et tous les organes, d'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant, c'est le Dictionnaire des maladies du docteur Jacques Martel, tu vois. Je fais de la pub, hein, mais c'est tellement vrai. Ce n'est pas sponsorisé. C'est pas sponsorisé. Mais tu vois, moi, c'est une bible pour moi, parce que à chaque maladie que tu peux avoir, je te le montrerai, ça va t'indiquer quelle est la genèse de tout ça. D'accord. On le voit, hein, et sincèrement... Ah, mais ça me dit quelque chose, ou quand tu as mal, je sais pas, admettons, à ce niveau-là, ça veut dire que ton émotionnel, c'est lié à tel truc ou tel truc. Exactement, ça, parce qu'on a nos 5 chakras sur les mains. Et ici, tu vois, c'est le chakra racine. Donc, si tu as un problème ici, c'est en plus, dans la lecture des mains, c'est le mont Vénus. Donc, c'est le problème de trouver sa place et le problème de se sentir aimé. D'accord. Tout est lié. Et tu as déjà, toi-même, réussi à, pas supprimer, mais à alléger, je sais pas, un problème d'asthme ou autre chose, justement. Et comment ça s'était passé? Eh ben, alors, c'est pas moi personnellement. Dans le cadre de mes 2e années de formation d'école de magie, ils apprennent justement la libération karmique. Et les élèves, du coup, travaillent entre eux. Et donc, il y a un de mes élèves qui est d'ailleurs révélé dans la libération karmique, qui a travaillé sur une de mes élèves que tu connais parce que c'est Bouille d'Ange. D'accord, ok. Je vois, je visualise. Et sincèrement, elle avait de l'allergie à tout. Mais là, en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, on a les preuves palpables parce qu'elle était suivie, etc. Après, la libération karmique qui a été très intense pour elle, parce que quand tu fais une libération karmique, tout ressort, hein, elle n'a plus aucune allergie. Son allergologue a dit, je ne comprends pas. Parce que c'est quoi l'allergie? C'est le fait de repousser les autres parce qu'on ne veut pas qu'on nous voit, on a un problème de sa personnalité. Tu vois, on a besoin de se protéger de tout, donc on est allergique à tout. Et comme elle a appris à se révéler et que Daniel, pour ne pas le citer, a libéré ce qui avait besoin d'être libéré, ça lui a donné l'impulsion pour s'autoriser à se montrer telle qu'elle était. Et elle avait des allergies vraiment à tout. Le truc classique avec les démangeaisons. Exactement. Etc. Elle était suivie par un allergologue. D'accord. Là, ce que je te dis, on peut le prouver, quoi. Tu vois. Je te crois. Apporte-moi le dossier. Ça, pour les habitués de la chaîne, c'est quelque chose qui leur parlera peut-être plus. Les histoires de libération karmique. Oui, c'est ça. Karmique, ouais. C'est pas forcément le type d'histoire que j'aborde le plus. Moi, ce que je vais traiter, c'est plus les cas de hantise, de possession. C'est quelque chose sur lequel tu interviens également. Est-ce que tu aurais une histoire exemple que tu pourrais raconter, justement? Qu'est-ce qui se passait sur place? Comment les personnes en sont venues à te rencontrer toi? Et toi, comment tu es venu pour aider les personnes qui étaient victimes de ce cas de hantise? Eh bien, alors, déjà, la première expérience que je te disais, ce jeune homme-là avait également des problèmes de possession. Donc, on a fait ce qu'on appelle un nettoyage, une purification et un dégagement. Donc, comment elle m'a contactée, c'est que le bouche-oreille est ce qui fonctionne le plus dans mon milieu. Donc, elle est venue me voir désespérée en me disant « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est là où j'en suis occupée. Un autre cas, là, ce que je fais de manière très régulière, j'y vais encore, tu vois, la semaine prochaine, c'est souvent dans des lieux d'habitation où il se passe des manifestations réelles, hein, des choses qui bougent, des voix que l'on entend, des problèmes de sommeil, etc. Donc là, les personnes ressentent qu'il y a un souci chez elles. Et donc, elles vont venir me voir en demandant de diagnostiquer ce qui se passe. Et c'est là où moi, ou par photo quand c'est à distance, ou sur place, je vais déceler, diagnostiquer le lieu et ce qu'il est possible de faire ou pas. On peut pas, des fois, on peut pas intervenir. Des fois, quoi qu'on fasse, on ne pourra rien faire. Mais c'est dans ce cas-là qu'ils viennent me consulter. D'accord. Et dans le cas où rien n'est possible, le conseil que tu donnes, en tout cas, c'est quoi? C'est de partir? Voilà. C'est que moi, je vais les accompagner un petit peu épurer, si tu veux, énergétiquement le lieu, en le purifiant, en protégeant énergétiquement les personnes, qu'elles soient moins impactées, mais il faut partir. C'est rendre la chose plus vivable le temps que les personnes puissent partir. D'accord. Et dans le cas, du coup, tu parlais d'une possession, est-ce que tu as pu identifier l'entité qui possédait la personne? C'était quoi, du coup? Fantômes, démons? Là, c'était des démons et j'avais travaillé sur cette partie-là avec un prêtre exorciste qui est connu dans ma région. Il avait identifié jusqu'à 77 démons. On en a travaillé à 2. C'était un cas très très lourd, hein, sincèrement. Et l'objectif de ces démons, via la possession? C'est d'incorporer totalement. C'est en gros de posséder. De vivre au travers de la personne. En fait, les possessions, déjà, il faut savoir qu'il y a toujours un accord conscient ou inconscient entre le possédé et le possédant. Souvent, c'est pour ça que ce sont des personnes qui ont subi des traumatismes, ont un côté un petit peu fragile, si tu veux. Et le démon possédé, il va encore plus l'affaiblir pour qu'il n'ait plus le choix de l'accueillir. Et du coup, c'est comme ça que nous, après, on décèle parce que nous, après, il y a le côté technique. On va voir que le taux vibratoire, il y a un problème, que le taux vital, il va y avoir un problème. Après, il y a des choses qui vont se manifester auxquelles la famille va bien s'en rendre compte, si tu veux. Et physiquement, ça se voit. D'accord. Tu as évoqué des termes, taux vibratoire et taux vital.
Qu'est-ce que c'est? C'est un peu, si tu veux, une mesure énergétique qui va nous permettre de déceler si le taux vibratoire, donc le taux vibratoire et le taux énergétique, le taux vital, c'est vraiment la santé, si tu veux. Et si les deux sont bas, c'est qu'il y a un souci. Le souci peut venir pas forcément d'une possession. Hein. Des fois, si tu es dans un lieu qui est chargé, si tu es trop fatigué, tu vois, on va toujours faire ce comparatif-là. Mais quand on est dans des cas de possession, c'est vraiment dans un degré où on est très inférieur et là, on voit qu'il y a un danger. Et est-ce que tu penses que cette fameuse personne possédée est passée par les... En tout cas, il y a eu la 3e étape, mais par les 3 étapes des situations de possession, donc d'abord l'infestation, l'oppression. Est-ce que tu as eu écho de ce qui s'est passé à chaque étape? Est-ce que les membres de la famille de cette personne ont dit au début, il y a eu des trucs qu'on n'expliquait pas vraiment, des petits bruits, et ensuite, là, c'était plus flagrant pour finir vers cette étape de possession, ou est-ce que eux n'ont remarqué qu'en fait, que le moment de la possession? Alors en fait, ça se fait progressivement. Donc il y a des petits facteurs qui vont dire qu'il y a des choses qui changent. Donc dans le comportement, une certaine agressivité ou un certain... souvent, de ce que j'ai remarqué, parce que sincèrement, les expériences, elles sont, même si la finalité reste la même, elles sont différentes selon les personnes et selon l'âge des personnes. L'âge? Ouais, l'âge, ça change. J'ai déjà eu le cas pour une petite fille de 3 ans. Tu vois, c'est différent que pour, par exemple, un jeune de 17 ans ou d'une personne qui avait plus de 30 ans. Différent dans quel sens? Ça veut dire que les enfants, je pense qu'ils ont, comme ils ont une énergie plus pure, après ça c'est vraiment mon diagnostic à moi, tu vois, je sais, il n'y a pas de preuve à ça, et ben c'est plus rapide et il y a plus le côté un petit peu vicieux de la chose, tu vois, où ils vont te dire « Ah mais je vais te tuer bientôt ». Au travers des enfants. Et l'enfant va te parler comme ça. Ah oui, c'est... J'ai envie de meurtre. Ah, ouais, ça refroidit. Tu vois, alors que quand c'est plus âgé, c'est qu'ils vont être un peu déboussolés, fatigués, malades. Ils vont même souvent avoir ces périodes une énergie qui est totalement basse pendant plusieurs jours. Après, attention, c'est pas parce qu'on est crevé que ça veut dire qu'on est... Tu vois, non, je préfère le dire. Mais tu vois, c'est ça met plus de temps. Et souvent, ça va être après, du jour au lendemain, où il va y avoir un changement radical. Ça veut dire que la personne, elle va vouloir... partir, quitter, ne plus vouloir voir ses enfants, parler d'une manière bizarre. C'est déjà arrivé une fois, mais j'ai refusé de m'occuper de ce cas parce que c'est trop dur de parler d'une langue qui n'existe plus. D'accord. Tu vois, et donc ça... Franchement, chaque situation est différente, mais c'est souvent dans le cas... Enfin, c'est au niveau de la rapidité. Après, en effet, plus le démon est puissant, parce qu'il y a une hiérarchie en démonologie, hein, d'accord, et plus c'est aussi rapide. D'accord, ok. Il y a plein de facteurs, en fait. Et on a vu, notamment avec Ed et Lorraine Warren, les célèbres démonologues, mis en avant dans les Conjuring, etc., que beaucoup de cas se passent aux États-Unis, en tout cas des cas qui sont très populaires. On a Amityville, on a le cas d'Annabelle, la maison Conjuring, tout ça. Mais en France, on entend très peu parler, en fait, justement, de cas de possession. Et toi qui es dedans, est-ce que c'est le genre de choses qui arrivent bien plus souvent qu'on ne le pense? Oui. Sincèrement, oui. Après, c'est vrai que les États-Unis, c'est toujours, c'est là où c'est spectaculaire. Ouais. Et après, en France, heureusement que c'est pas comme dans les films. Hein, je rassure tout le monde. Évidemment, évidemment. Mais par contre, les États-Unis, eux, ils ont tout est en grand. Et c'est un lieu aussi, tout est une question de terre où il y a eu beaucoup de... Avec avant les Indiens, etc. Je ne vais pas rentrer dans le côté politique, mais la terre est chargée, la terre est vaste. Et en fait, si tu veux, tout est une question d'énergie. Donc, plus les lieux vont être chargés, plus forcément, ça va être sujet à avoir des cas de possession ou des manifestations d'énergie, d'entités dites négatives. Mais en France, il y en a aussi partout. Et les cas, le truc, c'est qu'on s'en fait tellement une idéologie de... On imagine comme aux États-Unis. Voilà. Et c'est pas comme ça. C'est vraiment, ça prend du temps à la possession. Et c'est souvent dans des moments de faiblesse. Et après, ça détruit les gens. C'est vraiment là-dessus. Et c'est toujours les personnes... C'est très subtil. Parce qu'en fait, c'est comme si on se faisait... pour les personnes que j'ai pu voir, c'était petit à petit, ils nécrosaient une souffrance déjà présente chez la personne. Et après, jusqu'à qu'en fait, elle soit tellement épuisée qu'elle ne puisse plus réagir. Et c'est là où le démon prend toute sa puissance énergétique sur elle. En gros, si je comprends bien, de ce qu'on voit aux États-Unis, on a l'impression qu'une famille arrive dans une maison et bam, ils sont victimes de quelque chose. Toi, de ce que tu dirais, c'est plutôt on a une graine en nous. C'est ça. Et la hantise va faire que cette graine va pousser en plante démoniaque. C'est ça. Après, il y a quand même des lieux, et ça, j'ai déjà travaillé sur un cas en France, qui sont très chargés parce qu'il y a eu, quand on étudie après le côté l'histoire du lieu, on comprend un petit peu. Souvent également en énergétique, en géobiologie, tout ce qui est avec des cours d'eau, ça amène également une énergie négative difficile, où en effet il y a des lieux
où il y a des grosses manifestations. Ou le dernier cas, la famille, les enfants, on voyait les démons, ils s'entendaient, on leur tirait les pieds dans le lit, donc ça arrive quand même. D'accord. Et tu as intervenu sur ce cas-là, par exemple. Ouais. Et est-ce que tu as réussi déjà à gérer ce cas? Alors, ce cas-là, justement, je leur ai dit, il faut partir. On ne peut en effet rien faire sur du long terme. Par contre, on peut essayer de condenser. Donc, ça, j'ai toujours besoin de dire des preuves. Je pourrais te montrer les messages sur mon téléphone. Voilà. Mais donc, j'ai réussi à les accompagner jusqu'à qu'ils partent. Oui, c'est toujours essayer de canaliser le temps que les personnes partent. C'est ça. Et à distance. C'est quelque chose qui sort totalement de la pensée qu'on peut avoir vraiment avec la culture populaire vis-à-vis du paranormal, parce que personnellement, avant de te rencontrer, que tu me racontes tout ça, moi je me disais que la seule solution qui était viable, c'était faire un exorcisme et à partir de ce moment-là, problème réglé. De ce que tu dis, en fait, non. Il n'y a pas une solution toujours au problème qu'on a. Il faut rester avec cette humilité de savoir que des fois, en fait, dans l'énergie, quand on est dans l'énergétique, tout a sa place, quoi qu'il en soit. Donc, il y a des lieux qui ont été tellement usés et qui ont fait ce qu'on appelle un vortex, pour dire les termes, et ils auront toujours ce vortex-là. Et c'est vrai que souvent, en fait, quand la famille va arriver, on a tous des difficultés dans chaque famille. Bien sûr. Donc, ils vont se servir de ça pour justement... Pour se développer, comme s'ils se nourrissaient de quelque chose. Toujours. Les entités, les énergies négatives vont se nourrir, et les énergies positives, comme les anges, etc., on les appelle comme on veut, ils vont eux donner. Donc, et c'est comme ça que fonctionnent les cas de potions, les maisons hantées, etc., comme les objets. En fait, sans une énergie terrestre où ils peuvent se nourrir, ça ne peut pas proliférer. D'accord, ok. Alors, au cours de mes recherches, notamment quand j'ai fait l'iceberg du paranormal, vous inquiétez pas, la partie 2 va arriver un jour, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types d'entités. Il y avait les poltergeists, les démons, les ombres, le vortex, etc., etc. Est-ce que toi, quand tu t'intéresses à un cas de hantise ou de possession, tu arrives à discerner potentiellement si c'est telle entité ou telle entité? Ouais. C'est au niveau de l'énergie. Après, moi, c'est l'expérience qui m'a donné ça. Parce qu'en fait, longtemps avant de faire des consultations vraiment de voyance, etc., j'étais vraiment, moi, dans tout ce qui est les nettoyages des lieux, des personnes, les désenvoûtements, etc. Donc, aujourd'hui, alors sinon, on peut le vérifier. C'est là où on va utiliser nos outils, comme le pendule. Il y a des machines pour ça, il y a les baguettes, bref, tout ce qui s'y prête. Sauf le Ouija, si je peux le dire, pour pas l'utiliser. Je le déconseille à tout le monde. Après, maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment cette faculté de déceler par rapport à l'énergie que ça va dégager. C'est un peu comme si toi, je sais pas si ça va vous parler, mais bon. Par exemple, quand quelqu'un arrive, tu vas reconnaître ses pas. Ok, oui. Tu vois, quand tu es dans une famille, tu sais que, tiens, c'est elle qui arrive. Oui, on reconnaît la voiture ou ce genre de choses. C'est ça, juste sans avoir la vision, mais par contre, tu vas la reconnaître. Là, c'est pareil. Moi, énergétiquement, je vais savoir si c'est l'énergie d'un démon, si c'est l'énergie d'une entité, si c'est l'énergie d'un artefact, si c'est... Tout ça, mais ça, c'est de l'expérience. Après, quand on n'a pas cette habitude-là intuitive, c'est avec le taux vibratoire. Ou les abacs. Ouais, mais c'est pas un détail visuel ou quoi que ce soit, ou un agissement, c'est vraiment d'instinct maintenant. D'instinct, mais après, il y a aussi la manifestation. Par exemple, un démon, ça va être très vicieux, ça va être plus subtil dans la manière d'agir. Ça va murmurer dans l'oreille, ça va, tu vois, au niveau même de nous en tant que médium. Tu vois, ça va être plus là-dessus. Une entité négative, ça va plus nous pousser. Ça va, tu vois, après... Les deux sont possibles, mais c'est vraiment déjà dans la matérialité, c'est un peu comme ça qu'ils se définissent. Une entité sera plus dans le contact physique qu'un démon plus subtil à essayer de jouer avec toi. Exactement. Et par exemple, toi d'expérience, un démon, comment a-t-il essayé de te manipuler? Comment il a essayé de te... Par les failles. Par les failles. C'est toujours les failles. En fait, pour pouvoir être réceptif et... diminuer au niveau de son énergie par rapport aux démons et tout ça, on va vraiment travailler sur nos failles qu'on a tous. Moi, la faille, c'est les enfants, étant maman. Ce qui veut dire que moi, il me parlait avec des voix d'enfants parce que ça me déstabilisait à l'époque. Parce que tu entends la voix d'enfant, tu as le côté maman qui dit « Oh là là, j'ai mal au cœur ». Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est comme ça qu'ils essayaient de me déstabiliser, moi. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas nécessairement les peurs, ça peut être aussi... en jouant avec les choses auxquelles tu tiens. Par exemple, si moi, j'ai une bêtise, je vais pas dire ça comme ça, mais admettons, j'ai peur le jour où ma mère passera l'arme à gauche, le démon pourrait prendre sa voix et simuler sa voix en souffrance, ce genre de choses. D'accord. Ça peut être vraiment là-dessus. Mais après, ça peut être des failles aussi. Par exemple, des peurs aussi, si les personnes,
elles ont peur justement de rencontrer une entité, qu'elles se mettent dans la tête que c'est comme dans l'exorcisme, et que je leur ai tourné la tête et tout. Et ben du coup, il va amplifier cette peur-là. Pour que justement la personne elle soit déstabilisée et qu'elle perde son énergie pour pouvoir justement comment dire la déstabiliser. Au bout de 10 ans. Donc c'est comme ça. D'accord. Donc tout ça, ça concerne surtout les possessions de personnes, mais tu t'intéresses aussi aux cas de hantise, de lieux qui peuvent aussi être chargés d'entités. Comment ça se passe dans ce genre de circonstances où tu n'as pas à t'intéresser plutôt à une personne, mais à un lieu? Comment tu t'y prends dans ce genre de circonstances? Alors déjà, les gens ils vont forcément venir vers moi pour me dire, ils ont ressenti eux forcément des choses. Donc les habitants vont quand même toujours être un petit peu touchés par ce qui se passe dans le lieu qui va être hanté. Après, dans ce cas-là, moi je diagnostique le lieu, donc je vais calculer le taux vibratoire du lieu par exemple aussi. Je vais voir par rapport à mes ressentis avec des photos et après je vais me rendre sur place pour vraiment voir d'où vient la problématique. Je vais analyser, après je vais parler très technique, mais je vais analyser s'il y a des vortex énergétiques, donc des portes énergétiques négatives. Je vais voir s'il y a un problème de géobiologie, parce que des fois c'est la maison, comment elle se place, qui peut créer aussi des problèmes cosmotelluriques. Ou si en effet il y a des cas où il y a des entités du lieu qui était ancien, que ce soit le lieu de la maison ou de la terre où elle a été construite, pour faire justement quel va être la solution, si c'est possible qu'il y ait une solution, pour travailler là-dessus. Après, j'ai aussi différents outils pour confirmer tout ça. Je vais utiliser différents tirages, les tirages de diagnostic d'envoûtement qui existent aussi, tu vois, là-dessus. Je vais confirmer avec mon pendule les baguettes, si c'est bien ce que je pense ou pas, pour toujours confirmer, parce que des fois, moi, j'ai pas envie de tomber sur l'habitude et que, tiens, c'est comme ça, c'est forcément comme ça. Des fois, il y a des facteurs que l'on voit pas forcément et il est important de toujours vérifier. Donc, tout ce que je vais faire en diagnostic va être vérifié à 2 fois. Et une fois que c'est fait, je vais du coup je commence toujours déjà un petit peu à distance, qu'on appelle en radionique, donc c'est de l'énergie à distance, désenvoûter le lieu. Pour apporter un petit peu une sérénité, parce que pareil, les personnes qui vivent dans ces jeux-là, elles sont épuisées. Tu vois, ça les touche directement aussi. C'est toujours le cas. Pour commencer un petit peu épuré, comme ça, moi, le jour où j'interviens, des fois, ça peut être très long, comme là, par exemple. Après, c'est en plus dans le cadre de la formation que je donne dans cette spécialité-là. On travaille depuis le mois de septembre sur cette maison. Et on va continuer minimum jusqu'en juin. On arrive à épurer. Après, c'est un grand masse, donc forcément, il y a beaucoup de pièces, où il y a les équipes qui font pièce par pièce. Mais dans une pièce, par exemple, il faut, comment on appelle ça ? Il faut libérer, dénouer les nœuds énergétiques qui sont pas bons dans la pièce. Il y en a où il y a des entités à faire partir. Il y en a où il y a des démons, justement, à faire partir aussi. Et il y en a où c'est à rééquilibrer l'énergie de la pièce. Tu vois, donc chaque cas va être différent. Et quand il y a du coup tu parles de possession, quand il y a vraiment le côté des démons dans un lieu, il peut y en avoir plusieurs. Et à savoir que, alors, là je vais vous parler d'autres trucs, mais tu as les démons, mais également chaque démon a sa légion. Donc tu as les démons que tout le monde peut connaître, mais par contre il y a d'autres petits démons, des légionnaires, quand on dit ça dans notre milieu, qui peuvent être là et opérer. Donc tu vois, tout ça aussi, ça se passe par un diagnostic et ça se passe par la communication. Et c'est dans ces moments-là qu'on va après utiliser pour confirmer la spirit voice, tous les trucs connus dans ce monde-là. Dans le milieu du paranormal, Tu dis qu'il y a entités et démons. Les entités, généralement, ce sont des personnes défuntes? Pas forcément. Une entité, quoi qu'il en soit, c'est que c'est une présence énergétique sans corps physique. La définition même de l'entité, c'est ça. Par contre, tu peux avoir une entité qui a eu en effet une expérience humaine, un défunt, mais tu peux avoir des entités qui... les démons sont des entités négatives, tu vois. Et tu as des entités un peu plus... moins puissantes que les démons, mais qui restent des entités négatives et qui n'ont pas forcément eu d'expérience humaine. Et que ce soit démons ou autre entité, est-ce qu'ils se trouvent là uniquement par ce biais énergétique ou ils se sont venus là d'une certaine manière? Tous les cas sont possibles. Là, je vais te parler précisément du cas dont on s'occupe en ce moment. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire du lieu qui est très conséquent, qui a été amplifié par des personnes présentes qui ont du coup fait appel à certains démons. Mais après, je te parle parce que dans ce lieu-là, il y a des cas mais c'est une action humaine qui a généré. Ce qui veut dire que dans ce lieu, on a des âmes errantes qui demandent à trouver la paix. On a des âmes qui ont été nourries parce qu'on a tué leur enfant. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et il y a des démons qui ont été appelés et qui en plus ont été nourris par toute cette souffrance-là, par des personnes qui ont tellement souffert qu'elles ont voulu apporter des choses négatives à leur bourreau.
Ok, donc en fait, à chaque fois, c'est un peu un événement marquant quand même, que ce soit rituel, mort, ce genre de choses, qui a permis Toujours. d'alimenter à chaque fois Toujours. justement la force des entités qui étaient présentes. C'est toujours comme ça. D'accord. Toujours. Et alors, question où les termes vont être assez bruts, est-ce que il existe, pas visuellement parlant pour nous, mais des portes entre monde des esprits et notre monde à nous, qu'on Bien considère sûr. le monde des vivants? Bien sûr. Et ça, c'est une porte qui se situe à des endroits dans le monde. Certains disent que certains lieux Ouais, c'est un sont vortex. voilà, des passages vers, pas vers un endroit, mais vers le monde des esprits. Certains disent qu'on peut créer justement un portail nous-mêmes. Qu'en est-il de toi, ce que tu sais? Les deux sont possibles. Il y a en effet D'accord. des lieux qui sont chargés et qui sont des portes ouvertes, des vortex qu'on appelle, dans des lieux précis parce que énergétiquement, il y a eu des choses qui se sont passées et des fois en géobiologie, donc c'est vraiment une étude de la Terre, si tu veux, D'accord. où il y a des sas, si tu veux, Ouais. qui permettent ces passages-là. Ok. Et après, nous, on peut faire une ouverture aussi. D'accord. C'est pour ça que quand je parle par exemple du Ouija, le Ouija est une ouverture. D'accord. Et elle peut être très dangereuse parce que la Ouija, elle est vraiment celle qui va ouvrir toutes les portes. Donc, tu n'es pas décisionnaire. Moi, quand je forme mes élèves, je leur apprends à ouvrir et fermer. Parce que comme ça, D'accord. ils ouvrent à ce qu'ils choisissent d'ouvrir et Ok. ils referment, c'est eux qui décident. Et il y a cette forme de respect aussi parce que la règle, que ce soit avec les démons ou quoi que ce soit, c'est le respect. Moi, quand je vais voir un démon, même si je dois le faire partir, je vais le respecter. D'accord. Tu vois, pour qu'il me respecte, il faut le respecter. D'accord, Tout oui. se passe dans le respect. Donc, les portes, elles peuvent être déjà présentes et on peut également les créer. Et il y en a partout. D'accord. Et le démon, on a tendance à avoir cette vision justement du démon maléfique qui veut à tout prix, bon là je vais la faire très gros, mais gouverner le monde ou faire du mal. Est-ce que effectivement tous les démons ont une intention malveillante ou il y en a qui sont, je vais pas dire bienveillants, mais plus neutres, qui sont là parce qu'ils veulent juste être là? Il y a toujours du vice. Toujours du vice derrière un démon? Mais après, il faut savoir que les démons sont des anges déchus. D'accord. Donc, ils ont, tu vois, je te montrerai si tu veux le livre de démonologie que je fais pour mes élèves, ils ont une partie lumineuse. D'accord. Et il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il faut être clair là-dessus. Donc, Mais il c'est va un y équilibre. avoir, exactement, il va y avoir ce côté, au début, je te disais, le côté sournois, où ils peuvent te dire, tiens, aide-moi, et moi je t'aiderai là-dessus. Tu vois, ça peut être dans ce vice-là. Et c'est souvent Ok. comme ça que les personnes possédées se font posséder. D'accord. Mais il y a toujours leur propre intérêt qui va être dedans. D'accord. Donc c'est pour ça que même quand je dois faire partir un démon, il me faut son nom, qui ne me Ok. dit pas tout de suite des fois. Ok. Et il y a quand même des fois, il y a un accord qui se fait pour qu'il puisse partir. Ok. Notamment s'ils embêtent des personnes, il faut avoir ce côté un peu, j'ai l'impression, de communication spécifique avec le démon pour qu'il l'accepte de partir. D'accord. Et tu m'avais dit, alors je crois que c'était quand je parlais des possessions, mais que tu avais traité un cas de démon dont il ne fallait pas prononcer le nom, je crois. Donc ça, c'est un des démons. Mais est-ce qu'on peut, pas numéroter, mais savoir qu'il y a un nombre précis de démons, ou est-ce que c'est en fait un nombre infini? C'est un nom infini pour moi. Il y a des démons qui sont reconnus parce que différentes Les plus personnes, connus, voilà, ok. on a eu les sujets. Après, tu vois, chaque démon a entre 30 et 70 légionnaires. Ouais. Donc, Oui, il y en a qu'on c'est un connaît peu pas comme encore. on est, nous, en France, on va dans telle ville, on peut croiser un Michel, un Mathieu, ça, etc. c'est ça. C'est carrément une population, en fait. C'est ça. Et tu sais ce que je me suis aperçue aussi, c'est que des fois, il y a des démons dits connus Ok. qui se présentent sous un autre nom. Et c'est quand on se rencontre entre nous, on se dit, bah, moi j'avais ce nom-là, le démon, mais moi il m'a dit que son vrai nom c'était ça. Et le but pour le démon de faire ça, c'est quoi? Te duper pour pas que tu ne te rends compte tout de suite de qui Non. il est? Alors je pensais que c'était ça au départ, mais il accepte de partir, donc c'est pas Ok. le cas. C'est vraiment que je pense que soit il a peut-être deux noms, j'en sais rien, mais ou Ok. soit c'est l'humain qui a fait un petit micmac dans le vrai nom du démon. D'accord. Et tu dis, le démon accepte de partir. Est-ce qu'il part pour aller ailleurs? Et du coup, c'est possible que tu croises un démon et un jour ou l'autre, tu vas dans une autre maison et tu retombes sur le même. Ouais. D'accord. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ah, Et ça. ben justement, je te montrerai la vidéo parce que tu vois, c'était en plus quand il y avait mon amie Delphine dans la maison dont je te parlais justement qui est D'accord. chargée. Il te reconnaît? Oui, bien sûr. D'accord. Et tu verras comment il fait. En fait, je le savais. En fait, j'ai reconnu, je connaissais son énergie parce qu'en plus, moi, j'étais enfant, j'avais 13 ans la fois que je l'ai rencontré. Et du coup, c'était le côté du jeu, encore une fois,
ah ben non, mais je veux rester avec toi, je veux rester là, etc. Ou ça joue un peu, mais après il accepte de partir parce que de toute manière, on est sur de l'énergétique. Moi aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon énergie, donc je suis en mesure de te défendre, de me mettre à égalité. Et donc c'est en effet, je te fais partir. Et souvent, du coup, je devais après l'objet qui permet de partir, on va parler de la tamée, j'ai dû le déposer dans une rivière pour qu'ils puissent partir. Après, les démons, et vous voyez bien combien de démons on entend parler qui ont possédé telle ou telle personne dans différents pays ou autres, ça reste une énergie, ça ne meurt jamais. Et est-ce que c'est possible, parce que là on parle de le démon part et il va ailleurs, est-ce que c'est possible qu'il soit à 2 endroits où il n'y a qu'à 2 hantises en même temps? Ouais. D'accord. Bien sûr, c'est une énergie. C'est comme, il peut se diviser. Comme Dieu, comme les anges, tu vois, on est une énergie. Donc, ils peuvent être partout à la fois. C'est pas je vais là, après je vais là-bas, après je vais là-bas, c'est ok. Par contre, souvent, dans des cas de grosse possession, il va... après, encore une fois, je te parle vraiment à titre de ma propre expérience. Quand c'est un vrai cas de grosse possession, il va rester à l'endroit. Il ne sera pas ailleurs, il enverra plutôt ses légionnaires. J'ai l'impression d'être une folle quand je te raconte ça. Mais... Non, j'ai posé la question. Mais du coup, toi, tu as vécu beaucoup d'expériences en lien avec le paranormal. Tu en as fait ton métier. Est-ce qu'il y en a certaines, encore aujourd'hui, qui restent dans ta tête, dans tes souvenirs, où tu te dis, cette expérience-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie? Sincèrement, toutes les expériences qui sont liées aux démons restent dans ma tête. D'accord. Tout comme toutes les expériences où il y a des choses magiques, comme le jeune homme dont je te parlais, il y a d'autres choses, d'autres expériences similaires, ça reste aussi dans ma tête. Parce que je pense que c'est l'expérience qui me permet d'être le mieux préparé, de pouvoir aujourd'hui même former, accompagner les gens et d'être en mesure d'aider ceux qui ont besoin de moi. D'accord. Et tu me disais que chaque démon avait ses légionnaires, mais est-ce qu'au-dessus de tous ces démons, il y a un patron, le roi des démons? Le roi des démons. Mais il y a le roi que tout le monde connaît, des démons, mais il n'y a pas ce côté autant hiérarchique qu'on y paraît. Mais il y a en effet le boss. Il n'y a plus de hiérarchie, tu vois, autant. Après, je parle qu'à mon nom. Dans le côté du monde, du bas astral qu'on appelle, il y a ce côté où en effet, il y a des boss, il y a des petits légionnaires, et il y a le gros boss, mais qui a quand même ses acolytes, tu vois. Alors que dans le monde divin, le monde angélique, il n'y a pas ce côté hiérarchie. D'accord. Et est-ce que, d'un point de vue de puissance, est-ce que c'est le diable du coup qui est au-dessus, en bas, enfin, le plus bas, enfin je sais pas. Est-ce que lui est plus puissant que les autres démons, ou en fait c'est juste une sorte de statue, mais tout le monde va faire grosso modo la même chose? Non, c'est un leader. Il est vraiment. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à lui? Jamais. Non. D'accord. Et heureusement. Alors, à plusieurs reprises, tu parlais de l'utilisation de la planche de Ouija. Tu es revenu plusieurs fois sur le fait qu'il était déconseillé d'en utiliser. Ouais. C'est quelque chose, encore une fois, je fais appel à ce qui est présenté dans les films, qui est souvent montré comme étant un moyen de communication. D'ailleurs, moi-même, dans les témoignages d'abonnés que je peux avoir, certains me disent qu'ils ont essayé d'entrer en contact avec des esprits au travers de planche de Ouija. Est-ce que, en plus de ce genre d'outils, il y a, selon toi, d'autres pratiques qu'il faut éviter à tout prix? Les séances de spiritisme. D'accord. En fait, ce qui va être important quand on veut pratiquer, après tout le monde a la capacité de pratiquer l'ésotérisme, quel que soit l'outil qui choisit, mis à part le Ouija. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on fait. Il ne faut pas partir à l'aveugle, parce qu'il y a des règles comme dans tout. Je veux dire, si tu veux être boulanger, il faut avoir les bases pour savoir faire du bon pain. Mais là, c'est pareil. D'abord, la spiritualité. Ça fait partie de son développement personnel. Donc, il faut d'abord travailler déjà beaucoup sur soi, apprendre pour pouvoir comprendre les bases, apprendre les bases et les maîtriser. Et pas se mettre en danger. Le Ouija, ça ouvre des portes. Les séances de spiritisme, pareil. Donc, tu ne vas pas te jeter à l'eau quand tu ne sais pas nager. Tu vois? Parce que s'il y a une vague ou autre, tu vas être en danger. Pour certaines personnes, et tant mieux pour elles, ils pourront rien leur arriver. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un danger quand même qui reste possible. C'est vraiment cette histoire de, si tu veux nager, tout le monde est en capacité de nager. Mais il faut apprendre. Apprends à D'accord, ok. Donc si je résume bien, à part l'histoire des planches de Ouija, tout le monde pourrait essayer d'entrer en contact avec les esprits, se plonger dans le monde des ésotéristes, mais à condition d'être bien préparé pour ne pas entrer en contact avec des choses qu'on ne désire pas. C'est ça, c'est de savoir ce que c'est. C'est comme se préparer avant de monter
une montagne, C'est ça. apprendre à cuisiner avant d'ouvrir un restaurant, ce genre de choses. C'est ça, apprendre ce que c'est que l'énergie, apprendre comment tu maîtrises ton énergie et comment tu es équilibré énergétiquement. Parce que tout est dans l'énergétique. Si toi, tu n'es pas bien énergétiquement, tu ne seras pas en mesure de le faire. Ok. Et le truc avec les planches de Ouija, pourquoi l'utilisation est déconseillée? Parce qu'elle ouvre des portes. En fait, c'est que c'est vraiment, il y a comme je te dis depuis le début, dans la spiritualité, dans tout ce qui est les contacts, que tu fasses du pendule, les cartes, quoi qu'il en soit, quand tu contactes l'au-delà, tu ouvres une porte. Quoi qu'il en soit. Donc, il faut savoir être en capacité de savoir l'ouvrir, mais de savoir la fermer. Avec le Ouija, c'est comme si tu ouvres toutes les fenêtres, toutes les portes de chez toi, et tu te dis, qui m'aime me suivre. Qui veut venir, vient. Donc tu peux avoir la plupart des personnes, enfin la plupart du temps, les gens qui s'en fichent, qui vont peut-être passer, mais peut-être que tu vas avoir plein de choses qui vont arriver et que tu ne seras pas en capacité de maîtriser. Moi, par exemple, je ne pratiquerai pas. Parce que je me dis, je veux être dans la sûreté de pouvoir maîtriser et j'aurai dans ce respect que j'ouvre aux énergies positives quand je décide et je ferme quand je décide. Et l'utilisation du planche de Ouija ne permet pas de fermer la porte? Que d'ouvrir. Parce que beaucoup disent que justement, il y a sur la planche le oui, le non, les lettres, etc. Mais il y a aussi un truc au revoir. Ouais, mais... Et toi, du coup, pour toi, c'est un truc, ça ne marche pas. Non, ça c'est pas... Parce que même nous, quand on doit pratiquer, ce n'est pas avec mes cartes que je vais faire l'ouverture. Ça, c'est des choses bien spécifiques, l'ouverture et la fermeture. Il y a du matériel, en fait, on va mettre une intention qu'on va augmenter énergétiquement parlant. Donc c'est pas... Et le Ouija, c'est vraiment, tu ouvres la porte. Et toi, dans ton expérience, tu as déjà eu affaire à quelqu'un qui a été embêté par des entités ou des démons à cause de l'utilisation du planche de Ouija? Et dans ce genre de circonstances, tu agis de la même manière? Comment ça se passe? Alors, ce qui est très difficile, c'est que justement, si tu es embêté par un démon et que tu as utilisé la planche de Ouija, je ne suis pas en mesure de pouvoir t'aider. Parce que tu auras cherché cela. En fait, on revient sur le terme d'accord que tu parlais. Sauf que là, c'est un accord conscient. Tu vois, on n'est plus dans l'accord inconscient. Là, on est dans quelque chose où on est conscient, où on va demander, on va chercher. Donc, il sera beaucoup plus difficile et énergivore pour moi de procéder à ça, pour faire disparaître les démons si c'est possible. Parce que moi, je connais des personnes qui sont des très bonnes médiums et qui sont embêtées, ça fait 20 ans. Donc, vraiment. Donc, du coup, là, je dis que je n'interviendrai pas. Tout comme dans les personnes qui vont avoir des grosses entités et des gros problèmes chez eux, mais qui ont fait des séances de spiritisme, je n'interviendrai pas. Et l'entité qui est appelée au travers de la planche de Ouija, généralement, elle s'accroche plutôt à une personne ou elle va plutôt rester sur le lieu où elle a été appelée? Tout est possible. Tout est possible, Ça peut être vraiment sur une personne. Souvent, c'est les personnes qui sont dites faibles, plus sensibles ou qui vivent des choses un petit peu complexes. Donc, souvent, ça va quand même être une énergie vitale, donc une personne. Mais ça peut être un objet aussi. Tout est possible. Souvent, c'est des personnes, mais elle peut s'accrocher après au lieu parce qu'elle a été habitée. C'est ce qui arrive aussi. Et puis, il n'y a pas non plus de délai de présence. Ça peut venir au moment même de l'utilisation de la planche de Ouija, comme une semaine après. Exactement. Et des fois, j'ai déjà eu un retour 6 mois après. La personne, le nom qui était ressorti avec la planche de Ouija, s'était révélé et avait montré les crocs 6 mois après. Et il est possible qu'il y ait entités qui viennent, même s'il n'y a aucune réaction sur la planche de Ouija? Bien sûr. Donc ça, c'est important de préciser pour ceux qui voudraient potentiellement essayer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui se passe que finalement, rien n'est venu. Exactement. Et est-ce que ce truc de malheureusement, on ne peut rien faire si une entité vient à cause de la planche, c'est quelque chose qui est pratiqué par en fait tous les médiums? Non, certains peuvent. Ça, je pense que c'est vraiment moi je fais partie des personnes qui agissent comme ça parce que ça demande beaucoup de travail. On peut penser que c'est folklorique, que c'est du charlatanisme, etc. Mais ça me demande un investissement énergétique énorme. Et du coup, je ne serais pas en tout cas en mesure par rapport à tout ce que je fais d'assurer une aide sur ça. Je ne serais pas en capacité d'aider ces personnes-là. Et c'est parce que c'est plus compliqué quand ils ont été appelés. Parce que c'est comme si moi je t'invite et que quelqu'un qui est chez moi dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Je vois ce que tu veux dire. Et autre question que je me posais du coup, rien par rapport aux planches de Ouija, si par exemple quelqu'un, un abonné de la chaîne, lui, a l'impression chez lui qu'il se passe des choses sans avoir utilisé une planche de Ouija,
qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, contacter une médium, je pense que si vraiment il ressent d'une manière assez répétitive, etc., pour voir qu'elle fasse un diagnostic. Le diagnostic, il est gratuit en plus, vraiment pour la plupart des médiums. Comme ça, voir. Et sans qu'il y ait, par contre, conseil, c'est qu'il ne dit rien. Il dit juste que, voilà, il y a peut-être une impression, en tout cas où il ne se sent pas bien, qu'il aimerait juste avoir un diagnostic. Si c'est donner le moins d'informations, juste voilà, j'aimerais juste avoir un avis. Exactement. Comme ça, la personne, elle sera en capacité de lui apporter des réponses qui vont lui donner confiance en la capacité qu'elle est en mesure de l'aider. D'accord. Parce que si, par exemple, tu viens me voir et tu me dis, Angélique, moi, je sais pas, j'entends des bourdonnements à 3h du matin toutes les nuits, et que moi, tu me dis pas, et je vois le diagnostic, je dis, écoutez, il y a un problème vraiment au niveau de 3h du matin, je sais pas, j'entends des vibrations, ça va te dire, ah ouais. Donc oui, je t'ai rien dit, mais tu sais. C'est ça, exactement. Et comme ça permettra, parce que tout est possible, et des fois il y a d'autres éléments, tout n'est pas possédé, hanté, il y a d'autres choses, des fois des facteurs énergétiques autres que la possession. Comme ça, la personne, un professionnel sera en mesure d'accompagner. Et ce que tout le monde peut faire, c'est d'entretenir énergétiquement son lieu. Aujourd'hui, tout le monde connaît, la résine d'encens pour nettoyer énergétiquement, mettre des pierres. La sauge, faut faire attention. Ah ouais? En fait, la sauge, elle a cette capacité, elle est très bien, mais elle augmente le taux vibratoire. Ce qui veut dire que si tu veux vraiment faire un gros nettoyage, tu vas utiliser plutôt de la résine d'encens ou du mélange spécifique, où il y a certaines résines qui sont connues pour purifier. Une fois que tu auras tout bien nettoyé, et encore une fois, je te dirai tout à l'heure, mais il y a une façon de faire pour bien purifier. Une fois que tout est épuré, là, tu peux passer à la sauge. Comme ça, elle va augmenter le taux vibratoire d'une manière positive. Parce que s'il y a des démons, ça va l'augmenter négativement. Exactement. À savoir que la sauge, tu vois, j'ai été au Canada l'année dernière, dans un truc de chaman, site traditionnel de Première Nation, précisément. Et en fait, ils utilisent la sauge depuis la nuit des temps. Eux, ils se mettent comme dans un tipi pour s'enfumer, pour augmenter leur taux vibratoire, pour pouvoir être en connexion avec les esprits. Donc la sauge, à la base, elle sert à ça. Donc pas la sauge, non. Et après, il y a autre chose, de mettre des plantes. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui est important pour avoir un bon lieu de vie. Parce que de toute manière, tu vois bien, tu as déjà rêvé, je pense, d'être dans un lieu où tu te sens... On se sent mal quand on arrive, C'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des démons, c'est juste que les murs gardent empreinte et que énergétiquement, c'est un peu lourd et qu'il faut juste épurer l'énergie. Tout simplement. Ou les lieux qui sont... bordéliques. Enfin, tu vois, l'énergie, elle ne circule pas. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que dans tous les lieux, tu verras, dans tous les lieux saints, etc., il y a des formes géométriques sacrées, comme tout le monde connaît la fleur de vie, etc. Il y en a dans tous les lieux. Tout est placé d'une manière à ce qu'il n'y ait pas d'angle serré pour que l'énergie puisse circuler. Donc même dans ce milieu qui n'est pas ésotérique, ils savent. En tout cas, c'est des bons avertissements. Et puis au moins, s'il y a des personnes qui sont peut-être concernées par un cas de hantise ou quelque chose, ils savent comment faire maintenant. Exactement. J'ai demandé à mes abonnés s'ils avaient des questions à te poser. Donc, ils ne connaissent pas les différentes questions qui sont sur ton parcours. Ce ne sont pas des questions sur leur vie à eux. D'accord. Donc, première question d'abonné, c'est comment toi, ton don s'est déclaré dans ta vie? Comment toi-même, tu as su que tu avais ce don-là en ésotérisme? Alors moi, j'aime bien utiliser plutôt capacité que don, parce que don, ça donne un côté... Don, ça fait cadeau, ça fait pouvoir. Le côté on se la pète, quoi. Mais en fait, cette capacité, je suis née avec. La médiumnité, c'est une hypersensibilité. Ce qui veut dire que déjà petite, je voyais, j'entendais les choses, etc. Après, ma maman est médium. Dans ma famille, c'est désacralisé. Du coup, ça m'a permis d'évoluer. Il n'y a pas de tabou, tu as tout de suite été accompagnée dans le truc, d'accord. Ma grand-mère, tu vois, c'est vraiment très féminin chez moi, ça. Et du coup, j'ai grandi avec. Après, moi, je suis tombée malade quand j'étais petite. Du coup, j'étais à l'hôpital. Et là, forcément, à l'hôpital, c'est là où il y a le plus d'entités. Donc là, ça c'est... j'ai pris un level. Peu importe l'hôpital, il y aura toujours bon nombre, vu que c'est un lieu où il y a beaucoup de morts. D'ailleurs, ça peut paraître cliché. Est-ce que dans les cimetières, là-bas aussi, il y a énormément d'entités, ou en fait, c'est plutôt juste quelque chose qu'on pense dans la culture populaire, mais en fait, pas tant que ça? Il y en a pas autant qu'on le pense. Mais il y en a quand même. Enfin, moi, il peut y en avoir quelques-uns, mais c'est pas peuplé de fantômes, comme on le dit, de défunts. Mais, ou sinon, ils vont être présents quand ça va être un événement ou qu'un membre va venir s'y recueillir, etc. Souvent, j'ai remarqué par expérience qu'il y a souvent des périodes où il va y avoir plus de manifestations. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui sont gardiens de cimetière à pouvoir confirmer, parce que moi, les personnes que j'ai connues qui étaient gardiens de cimetière,
il y a ces petites séquences-là, souvent en octobre, souvent au mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est la raison. Peut-être si au niveau d'octobre, avec le 31 octobre, parce qu'on dit en ésotérisme que c'est le jour, la semaine, en fait, jusqu'au 7 novembre, où la porte entre les mondes est la plus fine. Ok. Mais c'est quelque chose où il y a plus de manifestations. Mais il n'y a pas que des défunts dans les cimetières qui se manifestent. Je dirais qu'il y a plus de défunts, en effet, dans les hôpitaux que dans les cimetières. Et comment ta capacité, du coup, toi, se manifeste au quotidien? Est-ce que tu arrives à couper, entre guillemets, à déconnecter de ce côté-là de ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en fait en permanence avec toi? C'est en permanence avec moi. D'accord. Par contre, j'ai appris un petit peu à ne plus forcément dire les choses. Okay. Parce que du coup, après, moi, c'est mon métier, du coup, c'est quelque chose que je pratique tous les jours. Bien sûr. Mais partout où je vais, que j'aille au restaurant, que j'aille partout, je vais avoir des messages. Je vais savoir la problématique de la personne. Je vais ressentir s'il y a tel ou tel conseil où elle doit se diriger, tout le temps. Ok. On m'a demandé, je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est pour quelqu'un vraiment qui n'y connaît rien du tout. Est-ce que te connecter justement avec le monde des esprits, ça a en quelque sorte un effet physique, une douleur? Est-ce que ça te fait quelque chose ou est-ce que c'est vraiment uniquement, si on peut le dire comme ça, dans ta tête? Alors en fait, justement, dans nos capacités, il y a différents clairs qui jouent. Okay. On aura la clairsentience, le fait de ressentir, la clairvoyance, le fait de voir, pas forcément avec les yeux, mais dans sa tête. La clairconnaissance, et ça va parler à beaucoup de personnes, c'est le fait de savoir sans savoir comment tu le sais. Tu as la claircognizance pour sentir, enfin la clairaudience où tu entends. Il y a plein de clairs. Tout est possible et tout est réalisable selon l'énergie que tu vas capter. D'accord. Donc c'est vrai que souvent les défunts, par exemple, ça va beaucoup être la clairsentience, le fait de ressentir. Je vais ressentir les douleurs au niveau du ventre, ou si ça va être par exemple une pendaison, je vais ressentir la gorge nouée, donc je vais avoir en effet des ressentis physiques. Ok, mais pas au moment de la connexion, on va dire, c'est après. Non, c'est au moment de la connexion. D'accord. C'est ce qui va me permettre la connexion. Du coup, tu as dit que c'était une capacité que toi tu avais à la naissance. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est potentiellement héréditaire? Non. Non, parce que vu que tu disais que ta grand-mère, ta mère... Là, dans ce cas-là, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Parce que la médiumnité, c'est une hypersensibilité. Donc on la possède tous déjà en nous, soit on la travaille ou pas. C'est ma question. J'allais venir, est-ce que c'est quelque chose, quelqu'un qui s'intéresse à ce milieu-là, mais qui n'a pas l'impression d'avoir de capacité comme ça de naissance, pourrait apprendre totalement à... Parce que c'est un muscle, la médiumnité. Donc si on décide d'aller dans une salle de sport, on va décider de s'y mettre, on va pouvoir le faire. Après, il y a un côté parfois héréditaire, mais pas toujours. Ce qui est plus facile quand c'est héréditaire, c'est que tu es accompagné dès le départ. D'accord. Donc forcément, c'est de faire le pas en fait. C'est que tu fais du sport dès la naissance. Ok, oui. Tu vois, c'est la même chose. Hein. Ok. Et alors, donc forcément, c'est plus facile et ça va plus vite. Tu vois. Ouais. Quelqu'un qui veut se lancer, il va souvent avoir un élément déclencheur. C'est-à-dire que déjà, il va ressentir des choses, être hypersensible à quelque chose. Et après, il va y avoir un événement qui va leur permettre de ou rencontrer la bonne personne ou de se rendre compte que cette capacité est à explorer pour leur bien-être. D'accord. Ok. Et est-ce que, alors toi tu as ta manière de fonctionner, est-ce que tous les médiums fonctionnent à peu près de la même manière? Est-ce que leur capacité s'applique aussi de la même manière ou c'est un peu, vu que chaque humain est différent, tout le monde fonctionne de manière un peu différente sur ça? Tout le monde fonctionne d'une manière différente. D'accord. Même au niveau des ressentis, au niveau de la méthodologie, il y a la liste, elle est non exhaustive. D'accord, ok. Et toi, du coup, quand tu essayes d'entrer en contact avec des esprits ou des défunts, est-ce que généralement tu arrives à appeler quelqu'un, à choisir à qui tu veux parler, ou alors c'est plutôt tu es en fait un vecteur de communication qui ne fait que recevoir? Je suis un vecteur de communication. Par contre, quand les personnes viennent me voir pour contacter un défunt précis, je leur demande souvent de m'envoyer une photo quelques jours avant pour être sûr que je suis en capacité de recevoir. D'accord. Et du coup, moi, ça se passe toujours comme ça, tu vois, dans les consultations. Je vais contacter, faire une demande avec mon protocole de respect, tu vois, et recueillir toutes les infos. D'accord. Comme ça, la personne, quand elle va venir, je vais lui dire, moi, déjà, ce que j'ai eu. Pour être sûr d'avoir capté la bonne personne. Et il peut y avoir après d'autres personnes. Et si c'est le cas, je vais dire, en plus, il y a quelqu'un qui est là, je vous donne le message, etc. D'accord. Et c'est ce qui me permet après de, quand elle me confirme, et ça va lui parler, tu vois, jusqu'à présent, je touche ma tête toujours, elle a les messages qu'elle a besoin d'entendre avec les détails qu'elle attendait, et bien c'est là où on peut faire la suite de la communication.
D'accord, ok. Et question un peu existentielle que je pense beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est ça en soi. C'est ça en T'as vu, je soi. suis voyante. Ouais, oh, bravo, la preuve en vidéo. C'est ça, il y a quoi en fait de l'autre côté? En fait, pour te dire, j'ai créé un cours parce qu'il y a beaucoup ce questionnement-là, hein, Ouais. du passage de l'âme C'est un entre peu deux la vies. question par rapport à la peur de la mort. Tu as différents plans. Alors, tu sais, Albert Einstein disait rien ne meurt, tout se transforme. Et nous sommes énergie, et c'est pareil pour nous. Après, il y a différents plans. Et selon ton expérience, par exemple, c'est pour ça que c'est important de travailler sur son bien-être énergétique et spirituel, parce que les personnes, par exemple, qui ont peur de mourir, elles vont avoir des fois de la difficulté, et c'est là où elles peuvent rester, par exemple, longtemps dans leur lieu de vie. D'accord. Tu vois, parce qu'elles ont cette peur-là, et du coup, énergétiquement, elles ne sont pas en mesure d'accéder à d'autres plans. Il y a toujours, en tout cas, sinon pour la plupart du temps, une évolution de l'âme, où elle va pas forcément se réincarner, mais elle va aller sur d'autres plans pour évoluer. C'est là où on peut appeler les guides, d'autres expériences que je n'oserais pas dire, parce que là, on va vraiment prendre pour une perchée, mais on pourra en aborder le sujet à un autre moment, mais il y a d'autres plans en effet. Et par exemple aussi pour les cas de mort un petit peu tragiques, comme les suicides, les morts accidentelles, etc. Là, c'est encore un autre plan qui joue, où il y a cette période un petit peu de sidération, où l'âme, elle a besoin de comprendre qu'elle est décédée. On dirait qu'en fait, de ce que tu dis, chaque plan correspond à un type d'entité. D'évolution. Voilà, enfin moi j'appelle ça des entités par rapport aux recherches que j'avais fait pour l'iceberg du paranormal, où tu as décrit par exemple le cas d'une hantise résiduelle. Alors j'ai peut-être une bêtise sur le terme, mais un souvenir rémanent, donc les personnes qui revivent leur mort en continu. Les hantises résiduelles, les personnes qui restent dans un lieu qui a marqué leur vie. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça correspond totalement à ce que tu décrivais. Et du coup, toi qui arrives à entrer en contact avec les esprits, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont là pour délivrer toujours un message et ensuite, on va dire, ils changent de plan? Est-ce qu'ils sont là pour veiller sur nous? Est-ce qu'ils ont un but une fois qu'ils sont passés, que les humains, si on peut dire ça comme ça, sont passés dans le monde des esprits? Alors en fait, ça dépend, encore une fois, tu vois, chaque cas est différent. Il y a des guides défunts qu'on appelle, qui sont vraiment là pour accompagner la personne dans son chemin, pour l'accompagner, la guider, d'où le nom guide. Il y en a des fois qui sont là juste parce que elles sont près des personnes, elles ont besoin, sur le côté affectif, de rester auprès d'elles. Il y en a qui vont être là parce qu'elles vont être perdues et qu'elles auront besoin, elles auront vu une lumière, tu vois, elles se seront accrochées à elles, sans pourtant que ce soit quelqu'un de sa famille, mais qui sera en tout cas en mesure de rencontrer la personne pour pouvoir leur permettre d'aller sur d'autres plans. Tout est possible. Et il y en a qui vont rester, comme on le disait tout à l'heure, dans un lieu parce que énergétiquement, ils se sentent proches de ce lieu-là et qui ne veut pas le quitter. D'accord. Et j'ouvre la question par rapport aux démons. Les démons, eux, ont-ils une volonté autre que la possession? Ça peut juste jouer avec les personnes qui vivent dans une maison, ou c'est toujours vraiment dans la finalité la possession? Il y a la possession, il y a également le côté de se nourrir encore pour prendre ils se nourrissent de l'énergie. Donc ils vont posséder, mais ils vont se nourrir également par d'autres choses qui seront les résultats de cette possession-là. D'accord. Ok. Et toi, du coup, en tant que médium, as-tu déjà été possédé par un démon? Jamais? Non. Attaqué? Attaqué, oui, mais possédé, non. Attaqué, et une attaque de démon, c'était physique, mental? À part le jeu justement sur les failles dont tu parlais, c'est sur les enfants, est-ce que tu as déjà le truc un peu cliché qu'on peut voir, du style traces de morsures, traces de griffures, ce genre de choses? Alors moi j'ai déjà eu des traces d'étranglement, et ce qui est d'ailleurs complexe, c'est que ces traces-là, elles partent, alors que quand tu as des vraies traces d'étranglement, tu vois, il y a des séquelles qui durent plusieurs jours. Là, moi j'ai une photo que je te montrerai, il y a les traces, mais tu vois qu'en plus ça fait comme... c'est différent de vrais étranglements, tu vois juste que c'est les traces, mais comme si elles étaient un petit peu... effacé, tu vois, c'est bizarre. Et ça part 2 heures après, tu vois. Après, moi, non, j'en ai pas eu. Si la seule trace que j'ai, c'est la brûlure que je te disais tout à l'heure, qui est restée là, tu vois, que j'ai eue. Par contre, j'ai, moi, des personnes que je connais et que j'ai vues, qui ont eu des traces de morsures. Et une question qui est revenue aussi assez souvent, je pense que c'est des personnes qui, peut-être, ont perdu ce type d'être cher. Est-ce qu'il est entrer en contact, ça me semble peut-être compliqué, mais de voir où est-ce que ça existe, l'esprit d'animaux de compagnie peut-être qu'on a pu avoir? Bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, tu sais, de plus en plus, depuis 2-3 ans, quand je fais des médiumnités publiques, donc c'est une salle de conférence où il y a des personnes présentes et tu fais du contact défunt en direct. Il y a de plus en plus d'animaux. D'accord. Et ce sont ils ne peuvent pas forcément délivrer de message, je présume?
Alors, nous, on va avoir des messages. Par Ok. contre, je précise que je ne parle pas le chien. Bien sûr. Sait-on jamais. Voilà ce qu'il vous dit. Bouf, ouf. C'est ça, voilà. Mais je vais ressentir l'émotion, donc je vais réussir. Il va me montrer, tu vois, la couleur, par exemple, de là où il dormait. D'accord. Ce qu'il aimait, l'odeur qu'il aimait. Ok. Même le genre de croquettes qu'il aimait, ou quelle viande, ou autre, tu vois, il aimait ce qu'on appelle également la communication animale. Mais, et je vais vraiment avoir cette sensation peut-être de comment aussi il est décédé. Tu vois, souvent de rassurer. Les animaux défunts qui ressortent, ce sont souvent avec des personnes qui n'ont toujours pas fait le deuil. D'accord. Et je vais pouvoir les décrire physiquement. Ok, d'accord. Donc c'est pareil. Et du coup, le message qu'eux vont porter, c'est plutôt une image que toi tu vas recevoir, et des émotions. Message, ouais. Et ou des odeurs. D'accord. Donc là, ça c'est les animaux qui sont malheureusement décédés. Est-ce que c'est possible qu'à l'inverse, des animaux puissent être des victimes d'entités ou de démons? Ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Mais on me dit que c'est possible. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu et j'ai un petit peu du mal à y croire. D'accord. Après, ça m'appartient parce que les animaux, ils ont une capacité vibratoire. Ils n'ont pas le mental que nous, on a et qui baisse notre taux vibratoire. D'accord. Donc, je pense que eux, ils ont la capacité de voir. D'ailleurs, tu verras toujours, hein, s'il y a un animal dans la maison, ouais. Le chien, il va te regarder là où il y a un souci, hein, il va aboyer, enfin, il va y avoir des manifestations. Un peu comme on dit que les enfants peuvent voir les entités. Mais par contre, je n'ai pas vu, moi, personnellement, des cas de possession sur un animal. D'accord, ok, c'est intéressant. En tout cas, on a fini pour les questions d'abonnés, donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Si en commentaire, vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les inscrire et puis bon, je pense que tu iras voir les commentaires de la vidéo de toute manière. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup en tout cas pour toutes les informations. Pour merci à toi, c'était agréable. Je suppose que c'est que un petit grain de sable dans le monde du ésotérique. spiritisme et de l'ésotérisme qu'on a eu là, mais merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Vous pourrez retrouver, dans pas trop longtemps j'espère, une enquête qu'on a réalisée ensemble dans un lieu justement où on va essayer de voir s'il y a une histoire derrière, non pas une hantise, je ne sais pas si on peut appeler ça une hantise. On est vraiment sur des âmes errantes où il y a eu de la souffrance, enfin quelque chose à comprendre. Mais vous allez voir une vidéo très intéressante, on espère en tout cas qu'on pourra apporter des réponses à ce qu'on a trouvé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de quand cette vidéo-là va sortir. Laissez un j'aime également si ce type de format-là vous a plu. Merci encore une fois Angélique. Merci à toi. C'était Aken et Angélique du coup. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut! Faire disparaître. Pour faire disparaître, il y aura forcément des preuves. C'est ce que je vous disais par rapport à la chapelle. Le grand-père. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Insouciant. Insouciant. On dirait quand ils ont dit les mots colère, souffrance, etc., qu'ils racontaient comment ils étaient morts. C'est ça. Là, j'ai eu la vision d'un jeune enfant, 8-12 ans grand max, qui a une marque ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chapelle?